Le pont. N'attendez pas de moi de faire un cours de structure sur le pont, hein, puisque le, le point de vue que je prends, hein, c'est bien sûr les éléments de la ville, et donc nous allons surtout voir le pont, bien que bien sûr les problèmes structurels seront évoqués, hein, comme un élément de la ville. Hein. On a vu la place, hein, une clairière, un moule qui permet donc à la communauté urbaine de se constituer comme une communauté. On a vu la rue, donc cet espace, cet entre-deux, entre deux habitations privées, hein, cette faille, ce lieu d'exil. Et là, aujourd'hui, on va voir le pont. Le pont, c'est vrai que d'emblée, si vous voulez, le pont, hein, c'est ce qui relie, hein, c'est ce qui fait liaison. Hein, on relie donc deux rives opposées, et c'est vrai que les rives droites et les rives gauches dans les villes, elles ne sont pas innocentes. Quoi. Ce sont toujours des quartiers, ce sont toujours des villes même, vous voyez, très différentes. Hein. Bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais par exemple, Budapest, en fait, hein, c'est deux villes. Hein, c'est Buda, la ville noble, et de l'autre côté du Danube, Pest, hein, la ville bourgeoise. Et donc ces deux villes, voilà, elles sont reliées par des ponts hein, pour devenir Budapest. Sinon, ce serait deux villes antagoniques. Ça, c'est peut-être le premier point. Le second point, c'est vrai qu'il y a cette interrogation d'Heidegger, là, dont je crois essai, conférence, ça fait très longtemps que je l'ai lu, peut-être 40 ans, donc je dis ça de mémoire, mais c'est l'idée, effectivement, que sans le pont, eh bien, le fleuve, ça ne serait pas un fleuve. Hein, ça serait simplement une frontière infranchissable. Et donc le fleuve, il arrive à l'unité, il arrive à être lui-même hein, par la création du pont hein, qui réunit les deux rives. Voilà, ça complique les choses, vous voyez. Voilà, donc hein, le pont, il réunit deux villes et il établit une continuité. Et le pont aussi, il traverse le fleuve, mais en même temps, il fait que le fleuve est un fleuve et pas une frontière. Voilà, je vais peut-être multiplier en introduction, vous voyez, tous ces attributs du pont. Parce que finalement, ils sont innombrables, ils sont peut-être beaucoup plus riches que ceux de la rue et ceux de la place. Pourquoi? Parce que la place, c'est vrai qu'elle est à l'intérieur des murs, vous voyez, elle est à l'intérieur du tissu urbain, tandis que le pont, lui, il se risque, vous voyez, donc dans une certaine, il se risque à l'altérité, hein, parce qu'en franchissant le fleuve ou autre chose, enfin, d'autres frontières, on va le voir dans le courant de l'exposé, eh bien, en les, en les, en les franchissant, effectivement, donc, il les invite à exister. Alors, les images, bien sûr, celle-là, c'est vrai que voilà, cette idée comme ça d'abord les deux doigts hein, qui cherchent voilà, à former un lien, à former un pont hein, entre deux extrêmes, donc l'homme et la divinité. Ou là encore, là, dans le tableau de Giorgione, il y a un pont, il est à l'arrière-plan, mais en même temps, c'est le personnage central. Voilà, hein. Pourquoi c'est le personnage central? Parce que c'est lui qui réunit la ville et la campagne, et c'est lui aussi qui réunit l'homme avec son bâton et la femme qui allait. Et quelque part aussi, le pont, il résout, vous voyez, la déchirure de l'éclair dans le ciel, puisque c'est la tempête. Là encore, il propose une liaison. Autre exemple, donc le chancelier Rollin est en prière devant la Vierge, bon, c'est le titre du tableau. Et là aussi, si vous voulez, donc c'est deux ordres incommensurables. Voyez, donc un chancelier qui reste humain, et puis donc un personnage qui est au contraire entre guillemets divin. Voilà. Et c'est vrai que, vous voyez, ce sont deux incommensurables. Il n'y a pas d'échelle commune voilà, entre les deux personnages, hein, et même entre les trois, entre la femme et son enfant et le chancelier.
hein. Et tout le tableau, il est là, hein, pour faire lien, hein, pour élever, quelque part, le chancelier au rang de la divinité. Ben, le fond, le pont, on le voit, vous voyez, c'est vers lui que converge la perspective. Enfin, pas tout à fait, parce que la perspective, c'est ça toujours qui est fascinant dans la peinture, hein, c'est toutes les choses contradictoires qui peuvent être dites, puisque la perspective, elle converge vers l'île qui n'a pas de pont, vous voyez, hein, au milieu du fleuve. Mais devant l'île, il y a un pont. Il est tout petit, on ne le voit presque pas, et pourtant il est partout présent parce qu'il est répété, vous voyez, à l'arrière-plan, hein, du couple, par les 3 arches de la baie, hein, qui s'ouvrent sur le paysage. Le pont qui rassemble. Voilà, autre image aussi, hein, de Carpaccio. Hein, c'est aussi dans le fond du tableau, hein, c'est le miracle de la relique de la croix au pont du Rialto. Hein, c'est le pont du Rialto avant qu'il soit en pierre, c'était un pont en bois. Et c'est vrai que ce pont-là, c'est vrai qu'il est quand même très étonnant, si vous voulez, parce que d'abord, c'est un pont fermé. Vous voyez, donc, hein, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'est vraiment la continuité de la ville, vous voyez, donc, qui ne cherche pas à s'ouvrir, justement, à l'altérité. Voilà. L'important, a priori, l'important pour le pont, hein, c'est justement aussi d'assurer la continuité. Et là, je vais faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai que quand on est critique, on aime bien, finalement, même si c'est complètement illusoire, même si c'est peut-être pas vrai, pas juste, mais on aime bien, si vous voulez, essayer de trouver des lignes de force, vous voyez. Et quelque part, une des lignes de force de mon exposé, c'est de dire que peut-être au départ, voilà, le pont, il est fermé. Vous voyez. Hein, c'est la vigne qui continue, hein, comme une sorte d'organisme cancéreux qui se déploie, hein, donc, hein, sur un autre organisme, hein, dont elle ne veut pas entendre parler. Et puis, petit à petit, le pont s'ouvre. C'est un petit peu ça le sens de l'exposé. Et donc, on va peut-être voir d'abord des ponts fermés, et puis après, des ponts qui vont s'ouvrir de plus en plus. Voilà, le pont du Rialto, donc, et le pont du Rialto tel qu'il existe aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est intéressant, enfin, je reviens sur l'image, parce que ce qui est aussi très fascinant dans cette image, si vous voulez, c'est que les ponts sont fermés, et puis au moment où ces deux demi-arches vont se rejoindre, elles s'arrêtent, et il y a des ponts-levis, hein, qui permettent de laisser passer les bateaux. Je trouve cette image, elle est vraiment sidérante, parce que voilà, c'est un peu comme le doigt de tout à l'heure, d'Adam et de Dieu, hein, qui ne se touchent pas. Voilà. Et là, les 2 arches, elles tendent l'une vers l'autre, mais elles communiquent, bien sûr, comme les ponts-levis sont baissés, mais sinon, elles peuvent aussi ne pas se toucher, ne pas se rencontrer. Voilà. Et c'est vrai que c'est un pont, voilà, qui préserve en lui, vous voyez, hein, la possibilité, hein, disons, de ne pas mettre en relation, de ne pas mettre en correspondance, de ne pas faire communiquer. Est-ce qui est gardé quelque part dans ce pont du Rialto tel qu'il existe aujourd'hui, hein, parce qu'effectivement, on retrouve, vous voyez, les 2 ponts fermés qui assurent la continuité de la ville, les 2 arches fermées, et puis donc, au niveau de la clé de voûte, hein, il y a donc un belvédère, hein, qui s'ouvre, et qui est quelque part la mémoire, vous voyez, hein, du pont-levis du pont précédent. Voilà, aussi le pont, bon, c'est ce qui relie, bien sûr, mais le pont, a priori, c'est aussi quelque part une surface plate, une surface plane. Alors, c'est un espace plan, et malgré tout, les espaces plans, enfin, notamment bien sûr, il y a des villes qui sont plates, mais il y a toujours des dénivelés, il y a toujours des pentes, il y a toujours des montées, vous voyez. Et le pont, quelque part, dans la ville, donc, il marque, hein, la possibilité d'un espace parfaitement lisse, hein, parfaitement horizontal. Et là, si vous voulez, je suis parti de là, enfin, peut-être en contradiction un tout petit peu avec cette première partie où j'ai surtout évoqué les mises en relation et les mises en correspondance,
parce que ça m'a immédiatement fait penser cette idée de pont plat, vous voyez, au travail du groupe radical italien Architecture Studio, vous voyez, qui cherchait, voilà, à imaginer, voilà, donc, qui cherchait voilà, peut-être à définir philosophiquement ce qu'était l'architecture, et qui ont imaginé de grandes surfaces carroyées, hein, des super surfaces, et sur ces surfaces carroyées, donc ils ont dessiné, ils ont mis en scène, vous voyez, les actes fondamentaux de la vie. Donc il y en avait 5, il y en a 5, je crois que c'était, il y avait la vie, donc la naissance, il y avait l'amour, il y avait l'éducation, il y avait la mort, et puis il y en avait un troisième. Et ça aussi, c'est un élément qui va nous accompagner pendant tout le cours, toute la conférence, mais surtout sur laquelle je voudrais revenir tout de suite, voyez. Le rapport du pont à la vie, voyez. Voilà, ça c'est l'image de Super Studio, hein, c'est pour justement le fondamental vivre, voilà, vie, hein, donc c'est un des dessins qu'ils ont produit. Et là, vous voyez, c'est tous ces ponts, voilà. Et surtout ces ponts, c'est vrai que ce qui me fascine, vous voyez, dans les ponts de Hubert Robert, il y a un côté, voilà, vous voyez, c'est presque des ouvertures vaginales, comme ça, avec de l'eau, et tous, quelque part, voilà, hein, ils renvoient, hein, justement à la naissance. Et je pense que dans tous les ponts, vous voyez, donc, il y a cette idée de naissance, vous voyez. Donc là, en plus, voilà, c'est un pont qui est plus ou moins détruit. Et ce qui est aussi intéressant chez Hubert Robert, c'est que c'est à la fois le peintre des ponts, mais c'est aussi le peintre des voûtes. Hein, c'est aussi le peintre des galeries. Voilà. Et c'est vrai que le pont, voilà, il a avec sa voûte, hein, qui forme galerie, voilà, il y a quelque chose, il y a en lui, voilà, quelque chose qui peut résumer, hein, ce qu'est l'architecture. Voilà. Un simple abri. Vous voyez, il y a toute la mythologie pittoresque, vous voyez, des clochards sous les ponts de Paris, hein, donc, les clochards qui habitent la ville, donc, grâce au pont. Et c'est vrai que dans le pont, donc, il y a cette idée, voilà, un petit d'habitation presque primitive. Et en plus, bien sûr, donc, la naissance. Hein, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais c'est vrai que le rapprochement, vous voyez, entre le tableau de Manet, hein, de Courbet, l'origine du monde, et les ponts d'Hubert Robert, ils m'ont paru, hein, totalement évidents. Voilà. Où là, vous voyez, de l'arche d'un pont, hein, sous l'arche, sous disons l'ouverture vaginale d'un pont, naît un autre pont, beaucoup plus monumental. Là. Et bien sûr, donc, il y a toute cette idée, toute cette mythologie, vous voyez, qui est autour du pont, notamment dans la Bible, hein, la rencontre d'Anne et de Joachim, ils sont trop âgés pour avoir des enfants, et donc un ange va dire, je crois, à Joachim, va retrouver Marie à la porte dorée. Et là, le Giotto, vous voyez, il a représenté la porte comme une arche déjà, et puis bien sûr un pont. Donc Anne et Joachim, voilà, ils se retrouvent sur un pont. Bon, autre acte fondamental, oui, si on suit, enfin, j'ai pas tous les énumérés, mais celui-là, il m'a paru vraiment important. Voilà, c'est Aimé. Et il m'a paru important quand je suis tombé par hasard sur cette toile là de Émile Friand, les amoureux. Vous voyez, voilà, ils sont sur un pont. Voilà, en plus, ce qui est fascinant, c'est pas les personnages, voilà, qui expriment l'amour qu'ils pourraient évoquer l'un pour l'autre, mais c'est plus leur situation et puis le paysage, quoi. Et puis cette idée-là aussi, que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que le pont, hein, c'est donc une ouverture à l'altérité. Voilà. Alors que quand on est dans les rues, hein, dans les places, eh bien, malgré tout, on est toujours dans une certaine intimité, on est toujours dans un autre soi, et tout d'un coup, voilà, hein, la ville, elle s'ouvre à l'intérieur d'elle-même sur l'extérieur, le pont. Et c'est là donc où on peut se rencontrer. Mais surtout, c'est vrai que plus que ce tableau, c'est ce film que j'avais vu quand je suis arrivé à Paris, Les 4 nuits d'un rêveur de Robert Bresson. Enfin, c'est une histoire, je trouve, vraiment totalement sidérante. C'est un homme, voilà, qui
un peu un personnage shakespearien, vous voyez, comme Hamlet, qui n'arrive pas finalement à s'affirmer dans la vie. Et puis, sur un pont, donc, il voit une femme, et une femme qui lui donne l'impression d'aller se suicider. Donc, et donc, il va vers elle, il commence à lui parler, et, et, et donc, en lui parlant, il lui évite de sauter dans l'eau, et ils se promettent de se revoir le lendemain. En plus, c'est une histoire qui n'aboutit jamais, parce que cette femme, en fait, attendait sur le pont son amant qui n'arrivait pas, et c'est pour ça qu'elle avait tenté de se suicider, parce qu'il n'arrivait pas, et parce qu'elle pensait qu'il n'arriverait jamais, mais finalement, à la fin, elle va le retrouver, et puis elle va laisser le héros seul. Mais vous voyez, ce qui est fascinant, c'est ça, c'est dans le pont, hein, c'est la possibilité d'une rencontre. Puis aussi, c'est vrai, je n'ai pas mis d'autres images du film, mais le personnage principal, le personnage masculin, donc il revient, c'est sur le pont Neuf, il revient donc errer sur le pont. Et c'est vrai que la fille dont le film s'appelle Marthe, et il voit à un moment donné donc une péniche qui s'appelle Marthe. Et donc il y a tout un jeu comme ça de correspondance. Mais c'est vrai que ce jeu de correspondance, voilà, il est permis par le pont, vous voyez, par cette ouverture, hein, cette gigantesque ouverture, hein, sur le monde, qui est un pont à l'intérieur d'une ville qui peut être totalement fermée sur elle-même, hein, comme ces deux personnages, hein, parce que ça vient aussi d'une nouvelle de Dostoïevski, Les Nuits Blanches, hein, où justement le personnage féminin, eh bien, elle vivait chez une de ses grands-mères, je crois, ou sa tante, et elle était attachée à sa tante par une épingle à nourrice pour ne pas partir. Enfin, vous voyez, donc il y a la ville, donc, avec une intimité vénéneuse, et le pont, où il est possible de se rencontrer et peut-être d'échapper, voilà, donc, à une atmosphère carcérale. Et ce qui est fascinant aussi, c'est que, bon, bien sûr, chez Bresson, c'est pas des acteurs, enfin, ils sont devenus acteurs après, mais c'était pas des acteurs. Et c'est vrai que je trouve ça, je sais pas que je sois très généalogique, c'est pas du tout ça, mais c'est vrai qu'il avait pris deux personnes comme ça, parce que ils appartenaient à une famille, des familles d'écrivains. Donc, l'acteur, je ne me rappelle pas de son prénom, mais c'était le fils d'un écrivain vraiment, je trouve, absolument essentiel du XXe siècle, de René Louis Desforêts, et puis Isabelle Weingarten. C'est aussi donc, la fille d'un écrivain. J'aime bien cette idée. Voilà. Donc, vous voyez, des personnages, un peu comme la semaine dernière, enfin, pas la semaine dernière, mais la fois dernière, vous voyez, quand j'avais parlé de l'homme des foules. Voilà, vous voyez, des gens comme ça, hein, qui sont produits par la ville. Hein. Et là, c'est un peu la même chose. C'est des gens qui portent en eux, voilà, toute une sorte de généalogie, hein, mais qui ne sont pas vraiment des personnages. D'ailleurs, aucun des deux ne sont vraiment un personnage. Vous voyez, la jeune femme attachée par une épingle à nourrice à sa grand-mère, et lui, voilà, vous voyez, hein, qui est incapable de ne rien faire, et qui vit donc, qui est un petit fonctionnaire de Saint-Pétersbourg, enfin, dans le roman de Dostoïevski, et qui vit, vous voyez, donc, et qui est peintre, je crois bien, dans le film de Bresson, vous voyez, qui vit son vivre. Voilà. Bon, j'ai pris ces photos par hasard la semaine dernière, c'est vrai, je ne pensais pas la montrer dans le film, mais vous voyez, d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça totalement ridicule, ces cadenas qui sont accrochés donc, à la passerelle des Arts. Et d'ailleurs, à un moment donné, la passerelle finissait par s'écrouler, donc on a dû les enlever, et puis on a mis des vitrages pour pas que les cadenas des amoureux puissent s'accrocher au grillage, mais ils font quand même retour, vous voyez. Et donc, ça prouve bien, vous voyez, que même aujourd'hui, ouais, même hors de la littérature, même hors des récits bibliques, même hors de la mythologie, vous voyez, cette relation, hein, du pont à l'amour, elle est toujours extrêmement prégnante. Bon, là, on peut aussi mourir. Bon, c'est vrai, je voulais en parler un peu plus longuement, mais parce que j'avais vu ce tableau là de Giandomenico Tiepolo, hein, le martyr de Saint Jean Nepomucène. C'est vrai qu'il est totalement délirant. Et c'est vrai qu'il y a un pont, vraiment, donc, dans le monde, hein, qui est consacré à Saint Jean Nepomucène. C'est le pont Charles à Prague, hein, puisque c'est sur ce pont qu'avait été tué, je crois,
un protestant par les catholiques, et pour faire oublier le fait que ce protestant avait été tué, ce résistant donc à la domination catholique avait été tué, eh bien l'Église, vous voyez, a vraiment construit, voilà, hein, un saint, hein, dont au XVIIe, XVIIIe siècle, qui a été fêté vraiment dans tout le monde catholique, hein, d'une manière totalement exponentielle. Voilà, donc on va revenir peut-être au cœur du sujet. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la ville, hein, qui se développe, hein, comme un parasite, hein, sur la nature, hein, qui développe les hommes, voilà, qui développent, voilà, leur propre monde, hein, totalement autistique, hein, sur la nature. Et bien sûr, c'est le cas, bien sûr, hein, pour bien sûr le Ponte Vecchio, qui est un pont fermé, hein. Bien que le Ponte Vecchio, c'est vrai qu'il y a quand même une arche, hein, qui donne sur l'Arno. Mais vous voyez, c'est vraiment en plus, sur le Ponte Vecchio, il y a deux parcours, vous voyez. Il y a le parcours des citoyens, des habitants de Florence, hein, donc avec des touristes, bien sûr, qui vont dans les boutiques. Et puis après, donc, au-dessus de ce parcours, il y avait le parcours des nobles, hein, dans la galerie, dans le corridor de Vasari, hein, qui pouvaient, sans être vus, aller du Palazzo Vecchio au Palazzo Pitti. Donc c'est une sorte de double pont, de double parcours, voilà, hein, totalement, entre guillemets, autistique, hein, qui suit la continuité urbaine, hein, donc totalement au-delà de la nature et du fleuve. Voilà le Ponte Vecchio. Voilà le Ponte Vecchio, tel que je l'ai vu, je ne sais pas dans quelle année, il y a longtemps, parce que j'ai retrouvé la diapo dans ma cave. Et donc on voit les piles, et puis on voit effectivement, vous voyez, cette sorte d'efflorescence comme ça, de germination de construction. C'est vraiment un arrière quelque part, parce qu'effectivement, de l'autre côté, voilà, côté rue, il y a des commerces, il y a des arcades, c'est ouvert. Ça, c'est le monde de la ville. Hein, je le répète, voilà un monde totalement autistique, hein, qui ne cherche pas forcément à s'ouvrir sur le fleuve. Autre exemple français, hein, celui-là, donc hein, c'est le pont des Marchands à Narbonne. Et là, c'est vrai que peut-être on ne le voit pas très bien, mais c'est encore plus fort finalement qu'à Florence, parce que Florence, il y a quand même des arches, il est quand même plus ou moins architecturé, tandis que là, non, c'est vraiment la continuité brute, vous voyez, hein, tentaculaire, voilà, de la ville. Vous voyez, donc en haut, hein, c'est la ville romaine, et puis donc en bas, hein, c'est la ville bourgeoise au Moyen Âge. Donc on lit à peu près, vous voyez, le Cardo et le Decumanus. Et d'ailleurs, le pont, c'est le prolongement du Cardo Maximus. Et donc là, on a le plan un petit peu de la ville romaine. Hein, c'est une sorte de tram, un peu qu'on avait vu là. Ces trams de Millet, là, lors du premier cours. Et au-dessus, effectivement, il y a cette germination, hein, de construction privée. Et donc, le pont, qui était au départ un pont dégagé, un pont romain, il a été donc construit, hein, pendant la période médiévale. Et d'ailleurs, toute la ville, donc, était une des plus belles villes romaines françaises, peut-être la plus belle, a complètement été, disons, pas détruite, mais complètement reconstruite sur elle-même. Hein, et donc, tous les bâtiments antiques ont disparu, mais les pierres, finalement, sont restées, puisqu'elles ont été utilisées pour les maisons, et notamment pour les murailles, les fortifications de la ville au XVIe siècle. Et quand on a détruit la fortification au XIXe siècle, au début du XXe, eh bien, effectivement, on a récupéré donc toutes ces pierres, et qu'on peut voir d'ailleurs dans un très beau musée qui a été dessiné par Norman Foster. Voilà, peu importe, mais l'idée c'est surtout ça. Oui, donc, hein, on est la ville, voilà. Elle continue, mais voilà, il y a le sol, très bien, c'est normal, mais il y a l'eau, quoi. Et il n'y a aucune différence n'est marquée entre la partie pont et la partie pleine terre. Voilà, le pont, enfin le pont, c'est vrai qu'il est beaucoup plus long que ça, en vérité, hein, mais simplement, ça, c'est le cours de l'Aude. Enfin, non, ça ne s'appelle plus comme ça, c'est parce que son cours a été
détourné, mais ce pont, il possède plusieurs arches, je crois 7, et bien sûr, la seule, il n'en reste plus qu'une qui est visible, mais les autres existent encore, et elles servent de cave, vous voyez, pour les habitations qui ont été construites au-dessus. Voilà la rue. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'on est sur un pont dont la continuité est totale. Voilà un saut comme ça, quantique, dans l'histoire. On était au Moyen-Âge et maintenant on se retrouve dans les rêves de M. Friedman, là, dans les années 60, qui voyait effectivement la ville spatiale et puis la couverture de Paris, voilà, par une sorte. Enfin, c'est plus une nappe, c'est vrai, qu'une infrastructure, mais en tout cas, voilà, c'est aussi un pont habité, comme celui du Moyen-Âge. Et on voit très bien, vous voyez, l'idée d'une ville, voilà, mais vraiment, oui, excusez-moi, cancéreuse comme ça, métastasique, qui recouvre totalement le paysage. C'est des structures tridimensionnées dans lesquelles on insère des habitations nomades. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'exemple. Enfin, si, on peut en trouver, bien sûr, mais pas. Et le seul exemple que j'ai à vous montrer, peut-être, d'un pont habité, bien qu'il ne soit pas habité, mais en tout cas d'un pont construit avec plusieurs niveaux. C'est vrai que c'est un pont promenade, mais c'est un pont promenade donc en Iran, à Téhéran, qui a été construite. Ça peut paraître ça peut paraître étonnant, mais c'est absolument pas étonnant, par une jeune architecte qui était jeune dans les années 2000, 2020, 2014, excusez-moi, il y a une erreur, 2014, c'est Leïla Araguian. Et c'est vrai que, voilà, à 26 ans, elle a pu construire ce pont énorme, donc en Iran. Et ce pont, voilà, il relie donc deux parties de la ville, deux parcs de la ville. Enfin, il est au nord du centre-ville avec le bazar et compagnie. Et il est entre le bazar et puis pas les hauteurs, mais les, les, les pentes, donc des montagnes qui montent après très haut, plus de 4000 mètres. Donc il est là, il relie deux fleuves, deux parcs, et il passe donc au-dessus de la grande artère, la grande autoroute nord-sud de la ville. Voilà, je l'ai mis parce que c'est une structure aussi, vous voyez, comme ça, tridimensionnée, dans laquelle il y a des choses qui peuvent être insérées à l'intérieur. C'est vrai que, comment il s'appelle, Leonard Friedman, je crois, il a fait à la fin de sa vie des projets de ponts. Mais franchement, c'est des projets qui sont immondes, donc il vaut mieux montrer donc un projet qui s'inspire un peu de lui, mais qui a quand même une plus grande qualité architecturale. Voilà, vous voyez ce pont, cette structure tridimensionnée qui repose sur des piles, avec plusieurs types de passages, plusieurs types de promenades, des promenades découvertes et des promenades couvertes, et aussi des belvédères comme ça, qui surplombent le paysage. Bon, après, effectivement, ces extensions, vous voyez, un peu tentaculaires de la ville au-dessus des fleuves, on va voir effectivement les articulations, les projets très articulés, qui permettent de parfaitement associer deux parties de la ville. Et surtout, autre chose aussi, c'est que en général, quand il y a un fleuve, il y a une berge et il y a un quai. Voilà, il y a une berge qui est pratiquement au niveau de l'eau, et puis un quai beaucoup plus haut qui est au niveau de la ville, quoi. Et donc, bien sûr, il s'agit souvent d'arriver, maintenant que les villes, finalement, ce sont uniquement des espaces de promenade et de loisirs depuis longtemps. Il s'agit vraiment d'articuler, voilà, la promenade sur les berges à la promenade sur les quais. Voilà, je trouve le pont, voilà, qui articule, enfin, un des ponts qui articule, qui marque vraiment par son articulation, c'est le pont de ce mec, ce Slovène là, complètement génial, José Plečnik, donc qui a construit 3 ponts pour justement articuler, vous voyez, une grande place
devant une église où, à l'autre rive, avec donc un axe important et puis un marché. Et donc voilà le pont, vous voyez, exactement comme on l'avait vu, il me semble, c'était la fois dernière, enfin, quand on a regardé, quand on est allé à Rome, vous voyez, voir le, les deux églises là, qui marquent qui marquent le trident, qui permet d'aller vers le Capitole et vers les grands bâtiments religieux de la ville. Donc il a repris cette thématique comme ça du trident qui s'ouvre, vous voyez, pour rattacher complètement. Vous voyez, d'un côté, vous avez un axe et de l'autre, donc, une place. Et donc, pour rattacher parfaitement ces deux éléments, eh bien, le pont se divise en trois parties pour s'arrimer voilà, complètement, donc, pour arrimer voilà, complètement ces deux formes géométriques complètement différentes pour qu'elles puissent parfaitement donc, être en continuité. Voilà, on le voit le pont maintenant, on les voit. Bon, l'histoire du pont, c'est qu'en fait, il existait un pont au XVIIIe siècle, c'est le pont central, et Plečnik est arrivé, il devait agrandir le pont, et plutôt que de l'agrandir, il en a fait deux autres latéraux, et il y a tout un travail, effectivement, notamment sur les balustrades. Voilà, ça aussi, c'est un truc, c'est aussi un truc important. Voilà, on n'y pense finalement pas si souvent que ça, mais c'est vrai que moi, ça me fascine toujours. Voilà, sur l'île des musées, sur les ponts qui vont à l'île des musées, les balustrades, ou à Saint-Pétersbourg, les balustrades. C'est vrai que quand on est sur un pont, quelque part, on est en danger, on est ouvert à l'altérité. Et donc, c'est bien que, justement, il y a ces éléments. Surtout la balustrade, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, elle a quelque chose de, disons, qui se rapproche de la colonne. Il y a quelque chose d'organique, il y a quelque chose d'humain, même si ça peut rappeler un nain, vous voyez, dans la balustrade, qui fait que tout d'un coup, eh bien, ça permet de. C'est un élément qui dégage autour de lui une certaine intimité. Voilà, donc ça c'est le. On ne le voit pas sur le plan, enfin peu importe. Il y a aussi une petite. Enfin, vraiment le travail de Plečnik, il est vraiment dans les trois dimensions de l'espace, puisque donc à la fois en plan, donc c'est un trident, mais aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des escaliers qui permettent d'associer le pont à la berge, de descendre depuis le pont sur la berge, et de monter depuis la berge sur le pont, et d'aller sur le quai et sur la ville. Donc, vous voyez, il y a tout un travail d'articulation, mais il y a aussi donc ce bâtiment qui permet, on va peut-être le voir là, vous voyez, on le voit, il est à droite, qui permet de tourner et d'aller vers le marché. Voilà, les balustres en béton, bien sûr. Les balustres en béton, tous ces éléments comme ça qui permettent, comme des bras, de protéger les gens pour pas qu'ils tombent à l'eau comme Saint-Jean-les-Pomucènes. Voilà les balustres. Voilà les parties du pont, les escaliers qui permettent de rejoindre les berges et d'articuler donc les berges et les quais. Et là encore, bon, excusez-moi, je ne peux plus m'empêcher de faire voir ça parce que j'adore Véronèse. C'est vrai, j'adore aussi surtout pour les balustres. Voilà, vous voyez, voilà, parce c'est les noces de Cana et le tableau quand on le regarde, on comprend rien, quoi. C'est vrai, parce que bon, c'est quand même dans une cour pratiquement ou entre deux bâtiments. Voilà, parce que il y a d'un côté des façades très monumentales, de l'autre aussi. Au-dessus, donc il y a cette galerie, voilà, qui est comme un pont déjà, voilà, qui relie les deux bâtiments et justement qui accorde, vous voyez, une intimité à ce vide entre deux bâtiments. Et après, c'est vrai qu'il y a encore autre chose. Ça, c'est vrai, il y a la table du repas. Et la table, putain, c'est un pont. Voilà, parce que il y a des piles, comme pour un pont. Il y a un plateau, un tablier. Et en plus, sur la table, on peut faire n'importe quoi. Vous voyez, on peut lire, on peut manger. Vous voyez. Et ça, c'est un truc qu'on va revoir plus tard. Bon, autre articulation, le pont de Don Luis à Porto. Là, c'est qui a été fait par Théophile Sering. C'est un ancien collaborateur d'Eiffel. Il a travaillé sur le pont qui est plus loin, là, le grand pont. Enfin, celui-là, je le trouve beaucoup plus intéressant parce que
le pont d'Eiffel, effectivement, il y a une grande arche, mais là, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que voilà, c'est un double pont. Vous avez en haut le pont qui permet de communiquer avec les deux collines qui sont face à face au-dessus du Tage, et puis en bas, voilà, il y a un autre pont suspendu qui permet donc aux quais de communiquer entre eux. C'est un double pont. Voilà. Et d'ailleurs, à l'origine, il y avait un autre pont, le pont Pincine, on le voit plus ou moins sur la photo. Vous voyez, c'était un pont suspendu. Voilà, il y avait des mâts aux extrémités et après des câbles qui portaient le tablier. Bon, ce pont-là a été détruit quand on a construit le pont Don Luis. Et le pont Don Luis, finalement, a fini par supporter, suspendre voilà, le pont permettant d'accéder au quai. Voilà, mais ce que je trouve aussi fascinant là aussi, dans ce pont, c'est la manière dont il survole la ville. Parce que, en plus, bon, c'est vrai, je connais Porto, mais chaque fois que je montais sur le pont, je me trompe et je descends. Et après, je me retrouve là, puis je suis là un peu comme un con, et j'ai l'impression d'être exclu, vous voyez, d'être répudié, vous voyez, comme Bérénice répudié par Titus, quoi, voilà. Parce que je voulais être en haut, et je suis en bas. Et c'est vrai que, voilà, et c'est vrai qu'il y a ce sentiment, vous voyez, d'exclusion, puisque la conduite urbaine, elle se fait en haut, elle ne se fait pas là. Et quelque part, c'est vrai que tout le tissu urbain qui est surplombé par le pont, il est comme déclassé, délaissé. Mais c'est une beauté totale, quoi. Voilà, puis enfin, on arrive sur le pont, sur le tablier du pont, et on voit la ville là, au couchant. Autre pont qui articule, bon, c'est un pont parisien, hein, c'est la passerelle Léopold Sédar Senghor, de Marc Mimram. C'est vrai qu'elle est vraiment hyper intéressante parce que là, vraiment, vous voyez, tous les éléments structurels, voilà, ils servent. Voilà, ils sont ouverts voilà, à une appropriation. Puisque ces deux arches, voilà, une plus plate en haut et puis une plus marquée en bas. Mais celle du bas, comme par exemple pour le pont qu'on vient de voir, le pont Don Luis, elle ne porte pas simplement la partie haute, mais non, elle réunit les berges, et la partie haute, eh bien, elle réunit les quais. Et puis ces deux éléments, donc, ils se rencontrent donc, au sommet, au niveau de la clé de voûte, pour permettre effectivement donc, aux gens de venir des berges et de monter sur le quai, ou de venir du quai et de descendre sur les berges. Voilà, c'est une structure très simple, c'est des poutres Vierendeel, tout est soudé, il n'y a pas de croisillon, voilà, tout est, les poutres Vierendeel sont les poutres qui sont rigoureuses, enfin orthonormées, très simplement, et qui tiennent justement parce qu'elles sont rigides. Et là, effectivement, donc simplement l'extrado et puis l'intrado de la poutre finissent par se rejoindre. Voilà, c'est les ponts de Paris, c'est vrai. Je l'ai mise comme ça, cette image, je la trouve fascinante, mais c'est vrai que je ne l'ai pas trop analysée. Mais vous voyez, là, on voit putain, toutes les possibilités à Paris que tu as pour traverser un fleuve, quoi. Il y a des arches qui portent des arches en pierre, qui portent un tablier en pierre. Il y a des ponts métalliques avec des arcs qui suspendent le tablier. Il y a le pont d'Aretsch qui est très très beau parce que effectivement c'est juste un plateau qui est porté par deux colonnes. Et puis plus loin là, donc il y a le double pont, le pont des véhicules et puis le pont du métro qui s'encastrent l'un dans l'autre. C'est vrai que c'est d'une richesse infinie. C'est vrai que j'aurais pu finalement faire le cours uniquement sur Paris, en essayant de bien cadrer, de bien cerner la politique de chaque pont. Mais celui-là, il est vraiment extraordinaire. C'est le pont de Dietmar Festinger, la passerelle Simone de Beauvoir. Et c'est vrai que ce pont, il est fascinant parce que voilà, il a encore moins de matière finalement que celui de Mimram tout à l'heure. Et surtout, il
il paraît comme suspendu. En fait, il est tendu. Il est tendu aux deux extrémités. Bien sûr, il y a deux courbes qui sont dans deux sens différents. Et ces deux courbes, donc, elles permettent au pont de se stabiliser. Une qui est plutôt concave et l'autre qui est plutôt convexe. Et donc, la partie concave, ça a permis effectivement de, 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 d'annihiler, ou en tout cas de contredire, vous voyez, les effets latéraux de la pluie qui vient dans ce sens-là. Voilà. Et c'est vrai que sur ce pont, enfin, j'ai pas trop d'images, mais sur ce pont, c'est sûr qu'on a une impression de flottement, là qu'on a pratiquement nulle part ailleurs. On a vraiment l'impression d'une absence de matière. Quoi, voilà. Et en plus, c'est vrai que tous ces ponts, enfin, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que tous ces ponts, là, ils sont finalement assez difficiles à comprendre. Vous voyez, c'est vrai que je vais revenir, je vais revenir tout à l'heure sur cette question. Voilà, hein, donc une voûte là, qui s'appuie sur les côtés, et puis une contre-voûte qui vient, disons, réduire les efforts latéraux de la première. Et tout repose effectivement, vous voyez, sur cet élément là, cet élément tenseur, puisque la, 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 la voûte qui est, enfin, oui, on peut dire convexe, voilà, elle repose ici, voilà, et donc, et la voûte, et donc, et la voûte qui est dans l'autre sens, elle vient tirer, voilà, cet élément hein, pour plus ou moins équilibrer les forces. Tout est tension, tout est en tension. S'ouvrir au paysage, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure, vous voyez, cette idée que le pont, voilà, c'est simplement d'abord l'extension de la ville, l'extension du monde humain totalement autistique, et puis ensuite, effectivement, peut-être l'histoire de l'architecture, c'est plus une ouverture donc au paysage. Voilà, un autre pont à Boulogne-Billancourt, cette fois-ci, hein, c'est le pont de RCR, architecte, qui relie l'île Seguin à Meudon. Et ce pont, donc, il est, enfin, on le voit ici, ça on voit la maquette, hein, c'est une arche, hein, c'est un pont en arc, hein, donc il y a une arche, voilà. Le tablier, donc, enfin, il y a même deux arches, mais elles sont l'une contre l'autre, enfin, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et le tablier, donc, il est porté par cette arche, et aussi, il est mis en tension. Donc, lui aussi, vous voyez, il vient atténuer les efforts latéraux des arcs. Mais surtout, voilà, ce qui est fascinant dans ce pont, c'est justement la façon, voilà, dont on joue sur le dimensionnement. D'abord aussi, il y a un truc, c'est que, voilà, très souvent, quand on voit des ponts avec des arches, des arcs, hein, les arcs, ils sont placés latéralement, et puis ils portent le pont latéralement. Mais là, les deux arcs, ils sont rassemblés au centre du pont. C'est pour permettre, effectivement, voilà, d'ouvrir, comme c'est un pont piéton, hein, un pont promenade, ça permet que les gens qui marchent sur le pont, ils soient protégés, bien sûr, par les garde-corps qui sont très, très dessinés, mais qui n'aient pas d'éléments comme ça, hein, d'éléments porteurs qui viennent s'interposer entre eux et le paysage. Voilà, et ça, vous voyez, ça c'est l'ancien pont. Il est très beau aussi. Hein. Bon, c'est un pont. C'est vrai que c'est un pont technique. C'est pas un pont d'architecte. C'est un pont d'ingénieur. Mais vous voyez, ce pont, c'est une sorte d'exosquelette. Vous voyez, hein, c'est une poutre tri, hein, voilà, hein, qui repose sur 4 énormes poteaux. Vous voyez, c'est ça qui est assez fascinant. C'est que là, putain, un enfant de 5 ans, il comprend comment ça tient, quoi. Mais après, là, c'est sûr, ça devient plus compliqué, vous voyez. C'est vrai que les choses sont de plus en plus complexes parce qu'effectivement, les éléments, certains travaillent en compression, d'autres en tension. Et c'est vrai qu'on voit moins on a moins le sentiment. C'est vrai que la passerelle de Festinger, je pense que c'est très compliqué finalement de comprendre comment
comment elle tient. Oui, d'accord, on dit c'est en tension, c'est un élastique, mais quand même, il faut faire un travail de réflexion, il faut regarder la coupe. Tandis que là, non, tout ça, c'est donné tout de suite. On comprend tout de suite. Et puis en même temps, c'est vrai que bon, cet exosquelette, bien sûr, c'est un pont pour les camions qui devaient apporter les pièces détachées sur l'île pour que les ouvriers puissent monter les voitures. Mais voilà, mais je trouve que malgré tout, si vous voulez, c'est le rapprochement, comment on appelle ça, le rapprochement est parlant. Voilà, hein, c'est le pont. C'est signant, c'est vrai, tout désigne une ouverture, vous voyez. Parce que le tablier est très large, il est plus large que d'habitude, hein, et puis ensuite les arches, elles sont surbaissées au maximum, vous voyez. On les voit à peine. Il y a même une disproportion, parce que ça pourrait être gênant, parce qu'on a l'impression que c'est un pont voilà, où l'élément le plus important, l'arche, vous voyez, on a vu des arches tout à l'heure, à Porto, etc. Hein, elles sont monumentales. On comprend sans problème voilà, qu'elles tiennent le pont. Tandis que là, non. Vous voyez, on a l'impression que c'est un élément presque décoratif. Vous voyez, il n'y a pas véritablement de relation de cause à effet. Vous voyez, elle est tellement basse qu'on n'arrive pas à la comprendre. Et par contre, ce qui est fascinant aussi, c'est que voilà, c'est complètement ouvert. Hein. Voilà, le garde-corps en cortène, il est extrêmement travaillé. Voilà, c'est pas la balustre de Plechnik, mais c'est comme un objet design, vous voyez, c'est comme un objet qui quelque part, je pense, tend à générer autour de lui voilà, une ambiance d'intériorité, d'intimité. Voilà. Hein, donc les arches sont surbaissées. Vous voyez, on voit aussi l'épaisseur des tirants hein, qui portent le tablier. Et aussi, entre les arches, vous voyez, il y a un escalier, il y a un vide, on voit un garde-corps, ça correspond à l'escalier qui descend. Et ce que je trouve vraiment totalement génial dans ce pont, si vous voulez, c'est que quand on est sur le tablier, il y a cette impression d'ouverture totale, parce qu'on ne voit pas où sont les éléments porteurs comme c'est un pont suspendu, ça reste un pont très très fin, on va revenir là-dessus tout à l'heure, ça reste un pont très très fin, et voilà, il y a cette impression d'ouverture d'espace. On est vraiment dans les collines de Meudon, on est vraiment dans la Seine, et tout d'un coup, si on veut descendre, vous voyez, sur la berge, hein, on prend l'escalier hein, qui est porté par les arches, et là, tout d'un coup, il y a une impression, vous voyez, de resserrement, voilà, très très forte, vous voyez là. Voilà, on est dans l'ouvert, et tout d'un coup, voilà, on va dans le resserré. Et après, on est sous le pont, donc protégé par le tablier. C'est tout un parcours qui mène de l'extérieur à l'intérieur. Voilà, mais je vais revenir maintenant, effectivement, au dessin de Super Studio, enfin, donc, à cette idée comme ça, donc, j'évoquais tout à l'heure, vous voyez, le pont, hein, donc, c'est une surface plane hein, où, justement, on peut imaginer des tas de situations. On peut imaginer, finalement, un peu comme dans les dessins de Super Studio, où on voit des gens qui, voilà, les actes les plus importants de leur vie, aimer, on l'a vu avec l'évocation du film de Bresson, aimer, naître, on l'a vu avec avec les toiles d'Hubert Aubert, tout peut se passer, vous voyez, donc sur un pont. Et c'est ça, c'est peut-être comme ça, vous voyez, qu'on peut comprendre le projet de Rem Koolhaas et d'Aumain à Bordeaux, parce que, vous voyez, c'est juste un simple ruban, voilà, qui rejoint hein, deux parties de la ville, la rive droite, qui est dominée par l'aréna de Rudy Ricciotti, et puis la rive gauche, je ne sais plus trop ce qui se passe à cet endroit-là. Donc c'est pas une périphérie de la ville, mais c'est un pont quand même assez important. Et justement, lors du concours, il y avait beaucoup d'architectes. Il y avait Festinger, il y avait Marc Pimram, Marc Barani. Et c'est vrai qu'ils ont tous fait je ne me rappelle plus, je crois que Barani c'était des haubans, mais je me trompe peut-être. Festinger c'était un jeu de poutres. Il me semble que Pimram c'était des arches, mais je me trompe peut-être, enfin peu importe. En tout cas, ils avaient travaillé la structure, parce que pourquoi ils avaient travaillé la structure?
parce que d'abord c'est la Garonne, c'est pas n'importe quel fleuve, hein, c'est le fleuve qui a le plus fort débit. Et puis ensuite, sur la Garonne, donc il y a quand même des bateaux qui passent, hein, notamment il faut aller jusqu'à Toulouse hein, pour amener là-bas les pièces les pièces des Airbus pour les monter. Hein, donc tout ça, ça passe par l'eau. Et donc, il faut que le pont, il ait quand même un haut tirant d'eau. Voilà. Et l'idée de Colin, c'est là où ça va peut-être, enfin, on va en parler, mais ça va peut-être un peu moins bien marcher parce que, voilà, lui, déjà là, sur la photo aérienne, on voit la courbe du pont. Voilà, elle est quand même relativement prononcée. Et là, vous voyez, ça, c'était le projet. Et c'était l'idée, donc, d'avoir un pont totalement plat, vous voyez, qui était porté comme ça pratiquement par des pilotis, quoi. Vous voyez, comme, effectivement, l'idée, c'était de dire que, voilà, quand on fait la ville à Savoie, par exemple, eh bien, le sol, il est porté par des pilotis. Voilà, il n'y a pas besoin d'épaisseur. Les pilotis peuvent être très fins, la dalle, elle peut être très fine, et tout est plan, tout est droit. Mais là, effectivement, les choses se sont compliquées parce que, effectivement, il a fallu, après, donc, faire des piliers en béton. Il a fallu les fonder sur une sorte de trame. Il a fallu ensuite, effectivement, faire une structure à caisson métallique. Il a fallu, après, dessus, mettre la dalle, le tablier en béton. Tout ça, c'est devenu très, très épais. Et donc, le pont, il a fini par monter comme ça. Et à l'arrivée, ce qui est très dommage, d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas du tout hein, cette surface plane. Et d'ailleurs, c'est sidérant quand on... je suis vraiment désolé parce que j'ai perdu toutes les photos que j'avais faites, mais ce qui est vraiment sidérant, vous voyez, quand on passe devant le pont en voiture, déjà, hein, c'est de voir la pente qu'il faut prendre pour aller dessus. Et même un des chefs des projets là, du pont me disait que quand il était à vélo, il ne pouvait pas monter tellement la pente était forte, quoi. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir ça. Moi, je trouve ça génial, c'est sûr, parce que ça, oui, ça répond à quelque chose, oui, d'avoir une grande surface carroyée où justement, enfin, on peut tout faire. Voilà. Une grande surface carroyée à la super studio où on peut vivre, on peut s'aimer, on peut s'éduquer, on peut, je ne sais pas quoi faire d'autre, vous voyez. Ou même l'idée aussi d'une table, voilà, hein, que l'on aménage. Voilà, on met une table, on reçoit quelqu'un, on met une nappe, et puis on met des fleurs, et puis ou alors on lit, là, vous voyez. Et là, l'idée c'était effectivement ça, d'avoir une grande surface plate, voilà, où les espaces ne sont pas dédiés, c'est-à-dire il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de... Il y a un tramway, mais le tramway, c'est juste des rails qui sont engravés dans le sol. Vous voyez, il n'y a pas vraiment disons de zone affectée à une utilisation fixe. Et donc, l'idée, c'était voilà, de pouvoir, vous voyez, mais pas mélanger les circulations, c'est pas vraiment ça, mais de modifier les flux de circulation. Voilà. Donc, sur les bords, plutôt les piétons, et puis au centre, donc, le tramway et puis les voitures et les camions. Et puis effectivement, donc, imaginez que voilà, on puisse faire toutes sortes d'événements sur le pont. Et c'est vrai que ce qui s'est passé après, c'est pas terrible parce que effectivement, quand on y va maintenant, on voit des glissières d'autoroute qui séparent la voie des camions des piétons, alors que l'idée au départ, qui était vraiment géniale, c'était d'avoir un grand espace, voilà, où tout est possible. Mais enfin, je ne veux pas critiquer, c'est pas ça, parce que je trouve l'idée de base, l'idée du concours, c'est vrai qu'elle était absolument géniale, absolument forte. Mais que fallait-il faire après peut-être monter, rehausser les berges pour que le pont soit plat. Voilà, je sais, voilà, mais c'est des choses peut-être très compliquées. Voilà, bien sûr, on veut faire du pont, un palais. Il y a ce château, je ne me rappelle pas de son nom. Où il y a un des châteaux de la Loire avec. Au début, c'était un château carré avec un pont. Et puis finalement, le pont a été transformé en galerie. Et donc, c'est devenu un pont de palais. Et voilà, mais chez Palladio, c'est vrai que c'est assez fascinant parce que ça, c'est la peinture de Canaletto. Et c'est une fantaisie de Canaletto, voilà, où on voit Venise, le canal, mais à la place des palais du canal, il a mis des bâtiments de Palladio. Donc on voit la basilique, on voit le Palazzo Chiericati, et puis après, on voit aussi le projet de pont, voilà, fait par
par Palladio, hein, pour dessiner pour le pont du Rialto. Effectivement, c'est que des palais, quoi. Et c'est vrai que le pont, voilà, on peut il peut être considéré comme un palais. En tout cas, voilà, c'est comme ça, vous voyez, qu'a été pensé le pont Cajou, hein, donc sur le Zayandérou à Ispahan. Vous voyez, c'est un pont palais, hein, donc c'est un pont palais. Enfin, voilà, la partie centrale, c'est vrai que c'est une pièce réservée donc hein, à l'aristocratie de la ville, mais après tout le reste du pont, c'est un pont qui était ouvert complètement à donc à tous les habitants d'Ispahan, et surtout c'était un pont, voilà, qui permettait le soir, vous voyez, parce qu'il fait quand même très chaud là-bas, vous voyez, de venir capter la fraîcheur de l'eau et des vents qui s'engouffraient effectivement le long du fleuve. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est vrai qu'il y a une sorte de qualité de l'art. Enfin, bon, c'est relevé par tout le monde, bien sûr, je ne suis pas le premier, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de qualité atmosphérique, enfin, environnementale, hein, de l'architecture iranienne qui est quand même totalement sidérante, quoi. Voilà, c'est juste un pont, hein, pour prendre le soir l'air frais, vous voyez. Hein, voilà, ça c'est une gravure ancienne. Bon, là, bien sûr, je n'ai pas parlé, mais bon, l'eau, il n'y a plus d'eau, hein, depuis pas mal d'années. Hein, je crois qu'il y en a peut-être un tout petit peu en hiver, mais bon, là, quand j'ai pris la photo, ça va être au mois de septembre. Il y en avait plus. Là, il y a plus rien. Et c'est vrai que parce que le fleuve, bon, il y a ce problème de l'eau, hein, de toute façon, dans tous ces pays, mais notamment en Iran, puisque le fleuve a été détourné par je ne vais pas arriver à prononcer son nom, Ahmadinejad, parce pour pouvoir, en amont, vous voyez, donc arroser les champs de coton. Voilà, donc, mais il ne reste pas moins que, voilà, c'est un pont en pont palais, voilà. Vous voyez, c'est comme des loges. Voilà, vous voyez, il y a comme des loges. C'est pas des loges opéra, non, mais ce sont des loges, voilà, où on peut venir à la fois, voilà, prendre la fraîcheur du fleuve et puis contempler les eaux. Voilà, on rentre par là, voilà, et c'est comme des loges. Et puis on rentre là dans une loge. On est sur le fleuve, on s'installe. Voilà, et puis comme c'est iranienne, vous voyez, on reste là et puis on attend le retour, hein, du fleuve caché. Bon, autre, autre pont, de Colas et d'Oma, excusez-moi, c'est le projet de franchissement, pour le franchissement urbain de Pleyel. C'est un des projets du concours, c'est pas lui qui a gagné. Enfin, il est intéressant parce que voilà, il a fait toujours pareil, un peu comme le pont de Bordeaux, il a fait un pont plat, mais surtout c'était un pont couvert, voilà. Et c'était un pont où, justement, vous voyez, toutes les, toutes les, toutes les fonctions du pont étaient mélangées dans une couverture. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des espaces d'exposition, des voitures, voilà, tout était mélangé. Bon, bien sûr, il y avait la référence au pont qu'on vient de voir, à Ispahan. Vous voyez, il a repris l'image du pont et puis il a posé sur les voies ferrées. Donc, bien sûr, il y a la référence aussi au pont Galata d'Istanbul. C'est vrai que ce pont, il est complètement dément. Enfin, je me rappelle y être allé. C'est vrai qu'en haut, il y a des voitures, il y a des circulations. Elle est quand même très dense. On descend, il y a des restaurants. Et puis, quand on est dans le restaurant, on voit des gens qui plongent dans l'eau. C'est fou. Vous voyez, ce mélange d'activités, il est complètement sidérant. Ah, les voitures, les gaz d'échappement, les gens qui mangent ou qui achètent, et puis des gens qui plongent et qui nagent. Ah, c'est un truc totalement fascinant, ce mélange d'activités, hein, qui peut être associé au pont, qui peut être même généré par le pont. Voilà, donc là c'est le pont de Colas. Donc il avait prévu de mettre. Enfin, c'est vraiment un projet d'étudiant, il n'y a pas de problème à ça, mais c'est toujours intéressant parce que voilà, il avait associé, vous voyez, toutes sortes d'activités. Donc il y avait des jardins, une serre avec des arbres. Il y avait un musée de paléontologie. Et puis là-dedans, donc, il y avait des piétons et puis il y avait aussi des voitures
tout était complètement mélangé et protégé donc des intempéries par une couverture. Voilà, pour terminer, le pont, le franchissement urbain qui a été réalisé de Marc Bimram, c'est vrai que c'est un projet, il n'est pas vraiment terminé parce que je crois que ça devrait être terminé bientôt. Il y a une partie, il y a une partie piétonne et puis une partie automobile. Et la partie piétonne est finie, bien sûr, elle est ouverte depuis 2024, elle a été mise en place pour les Jeux Olympiques. Et la partie voilà, routière, elle devrait être mise en place, je crois, ces jours-ci, enfin, en tout cas dans les mois qui viennent. Et donc là aussi, c'est assez fascinant parce que voilà, on retrouve plusieurs caractéristiques des ponts qu'on a vus. D'abord le pont de Plečnik, là, le pont, voyez, donc de Ljubljana. Hein. Bon, c'est pas un trident, mais c'est deux bras comme ça, voilà, hein, qui permettent et qui arrivent à des niveaux différents, hein, soit pour desservir la rue, soit pour pouvoir rentrer immédiatement hein, dans la gare de Kangokuma, la nouvelle gare Pleyel, hein, donc qui est juste à côté. Et surtout, là, ce pont, voilà, il est très fin, hein, parce que finalement, la structure, elle est pas en dessous, voilà, comme le pont d'Ouma pour Bordeaux, mais elle est en dessus. Voilà. Et surtout, si vous voulez, cette structure, eh bien, c'est pas des poutres bêtes et méchantes, quoi, vous voyez, hein, ce sont des fuseaux hein, qui peuvent être habités, en tout cas, qui peuvent trouver des fonctions, voilà, vous voyez. Voilà, donc on entre dans le pont, dans cette passerelle-là, et voilà, il y a des éléments. Et là, ça, c'est les éléments qu'on voit, là, les fuseaux, c'est structurel, c'est ce qui permet, c'est des poutres là, hein, qui permettent de porter le pont. Voilà, on le voit là en axonométrie. Voilà, puis en même temps, vous voyez, ce sont des supports hein, qui ont permis donc à Nadine Schulz, très, très grande musicienne architecte, de définir une promenade sonore. Vous voyez. Voilà, chaque élément de porteur, donc, il réagit à sa façon, donc aux éléments extérieurs, à la lumière, à la pluie, au vent, hein, pour produire une sorte, c'est pas, je ne sais pas comment dire, mais une ambiance. C'est pas vraiment non plus une ambiance musicale, mais oui, c'est un accompagnement musical. Là, donc cette partie-là, elle joue avec la lumière. Donc l'intensité de la lumière, ça, ça permet donc à un logiciel, vous voyez, de produire un certain type de son, de vibrations hein, que l'on entend quand on se rapproche de la coque. Mais plus intéressant, vous voyez, c'est cet autre fuseau. Parce que dans cet autre fuseau, vous voyez, il y a des éléments qui sont accrochés. Hein, ce sont comme des ostensoirs. Et ces éléments, en fait, ce sont des tambours. Et quand il pleut, ça amplifie, vous voyez, le bruit de la pluie. Voilà, vous voyez. Et là, c'est encore plus fort, c'est encore plus intéressant parce que c'est pas la lumière, c'est pas la pluie, hein, c'est le vent. Et donc ça fonctionne, vous voyez, comme une sorte de gigantesque instrument à cordes, un violoncelle. Mais il n'y a pas de, on pince pas les cordes ou il n'y a pas d'archet pour les faire fonctionner. Hein, simplement, ces cordes, elles entrent en vibration avec le vent. Et ensuite, les vibrations donc, sont amplifiées. Et il y a des haut-parleurs qui sont dans la coque en bois, enfin dans le sol en bois. Et ça fonctionne après comme une sorte de gigantesque violon. Ou de gigantesque contrebasse ou violoncelle. Ça produit des sortes de sons graves, continus. Et tout ça, c'est vrai que ça permet de mettre complètement en musique, vous voyez, tout ce qui se passe donc autour. D'autant plus que ce pont, voilà, contrairement aux autres ponts que je vous ai présentés, c'était des ponts sur la Garonne, des ponts sur le Zaïa-Yedrou, des ponts sur la Seine, vous voyez, hein, des ponts sur des fleuves. Là, c'est pas des fleuves, hein, c'est des voies ferrées. Voilà, vous voyez. Et c'est vrai, quand on regarde Paris aujourd'hui, enfin, quand on regarde Paris, quand on se promène derrière la gare du Nord ou la gare de l'Est,
bon, maintenant les choses ont changé, mais on voit très bien que pendant tout le 19e siècle, tous les bâtiments, tous les ponts, tout ça a été complètement fermé parce que, effectivement, les voies ferrées, c'était des espaces de bruit, de pollution, bien sûr, parce que les machines au charbon, donc les machines à vapeur au charbon, ça produisait donc une pollution considérable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, mais ça, je reviendrai là-dessus pour pour la dernière séance, là, sur les quartiers. Vous voyez, tous ces espaces-là, ces voies ferrées, aujourd'hui, on les redécouvre complètement. Mais c'est vrai que, de toute façon, je pense aussi que c'est lié là, au fait qu'on s'ouvre maintenant de plus en plus. Vous voyez, comme le pont de RCR, là, il s'ouvre complètement. Contrairement à l'ancien pont d'ingénieur, là, il cherche à s'ouvrir complètement sur les hauteurs de Meudon, sur la Seine. Et là, voilà, ce qui est fascinant, c'est ça, c'est que ce pont, il cherche à s'ouvrir complètement, mais pas sur un paysage que tout le monde s'accorde à trouver beau, hein, mais au contraire, vous voyez, sur ce paysage de voie ferrée qui, il appartient, il a un certain degré de beauté, c'est plus à la beauté du sublime hein, qu'à autre chose. Au sublime, hein, selon Kant, ou selon Burke hein, c'est une beauté qui fait un petit peu mal, qui est liée à la souffrance. Voilà. Mais aujourd'hui, même aujourd'hui, je pense que ce caractère de souffrance, il tend à disparaître parce que justement, avec les trains électriques, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de pollution. C'est vrai que les villes deviennent de plus en plus denses et ces grands espaces, ces grands faisceaux de voies ferrées, hein, c'est des espaces extrêmement ouverts. Et c'est vrai que tous ces... Voilà, là, on voit très bien, vous voyez, je ne sais pas comment on appelle ça, les clés là, pour tendre les cordes. Ouais, tous ces éléments, voilà, ça permet effectivement hein, d'amplifier voilà, hein, la beauté hein, cachée de ce paysage. Merci. Des questions? Salut Richard. Euh, sur le franchissement Pleyel dont tu viens de parler, il y a cette idée du fleuve ferroviaire. On s'est dit que pourquoi ne pas regarder les rails comme un fleuve ferroviaire. Et l'idée de l'espace public au centre est très importante parce que c'est l'idée de créer un lieu pour tous. L'espace public, c'est sur les ponts. L'espace public, c'est ce lieu partagé par tous. On ne construit plus aujourd'hui de grands bâtiments symboliques, on construit des bâtiments, on construit des ponts, et ces ponts sont pour tous. Et ça, on transforme donc ce lien en un lieu. Mais par origine, c'est ce que tu disais tout à l'heure, à l'origine, c'est transgressif. Un pont, c'est transgression, c'est-à-dire qu'on a quelque chose, un paysage à franchir. Et on fait ce qui n'est. D'ailleurs, cette image-là parle de cette transgression-là. Soudain, entre Dieu et Adam, il y a un lien qui n'était pas là. Donc, dans ton exposé, tant chez Plechy que chez d'autres, c'est cette valeur du lien, mais aussi et avant tout la valeur du lieu. Comment transformer un lien en un lieu. Enfin, voilà. Non, merci, parce que c'est vrai que j'avais trouvé un titre pour faire cette dernière partie, après j'ai changé. Bon, c'était un titre assez banal, c'était faire d'un lieu de transit un lieu de destination. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est beaucoup plus fort, quoi. Effectivement, faire d'un lien un lieu. Oui, c'est vrai, j'aurais peut-être dû. Mais c'est tout à fait, c'est tout à fait dans cet esprit que j'ai parlé de ton travail. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Une autre question?
Je me demandais juste si la notion de transmission et de pérennité avait changé au cours du temps. Parce que quand on pense au pont du Gard, à des ponts très anciens qui restent magnifiques jusqu'à maintenant, est-ce que les ponts qu'on construit maintenant ont vocation à durer d'une génération à une autre? Parce que en même temps, enfin voilà, c'est la question. Je me demande si il n'y a pas un effet de mode dans les ponts qu'il n'y avait pas avant et si oui, l'idée de transmission n'a pas un peu disparu. Transmission, longévité. Oui, je vais essayer de répondre. Mais je pense que c'est pas, si vous voulez, aujourd'hui, je pense que c'est pas un phénomène qui concerne que les ponts. Ça concerne la construction en général. Les choses deviennent plus complexes. Voilà, parce qu'avant, effectivement, on faisait un pont en pierre. Maintenant, on fait un pont très souvent avec des types de matériaux. Le pont de Colas, par exemple, il n'est pas qu'en béton. Il y a aussi du métal. Et ça, on le voit pas, on le comprend pas. Oui, effectivement, les ponts romains, bon, ben c'est clair, tout est clair, il y a une certaine clarté. Et aujourd'hui, de toute façon, non, les choses se sont complexifiées, mais on est quand même à l'époque du téléphone portable. Moi, je ne sais pas comment ça se passe, comment ça marche, si vous voulez, et ça, c'est pareil pour la construction. Vous voyez, le pont de Westinger, par exemple, il est quand même pas évident du tout à comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas pérenne, si vous voulez. Ah, c'est plutôt ça qui m'intéresse, voilà, aujourd'hui. Le fait que, voilà, il y a et quelque part aussi, comme c'est difficile à comprendre, il y a aussi un effet un peu magique, voilà, il y a un effet lévitation. Moi aussi, c'est un sujet qui m'intéresse, le retour de la magie dans l'architecture, parce qu'effectivement, les structures deviennent tellement complexes, tellement difficiles, qu'on n'arrive plus à les saisir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que, vous voyez, elles ne soient pas pérennes. Et après, une autre chose aussi, bon, je répète peut-être un peu ce que j'ai dit, mais ce que je trouve fascinant, c'est vrai, c'est que, voilà, aujourd'hui, il y a des tas d'espaces qui étaient relégués, comme justement les voies, surtout les voies ferrées, mais le voie ferrée, le périphérique. Voilà, on commence à les, et j'en parlerai la fois prochaine, vous voyez, on commence à les regarder complètement différemment. Voilà, la ville, effectivement, elle est de plus en plus dense, et c'est quand même de gigantesques ouvertures d'espace qui sont de moins en moins polluantes, là aussi parce que ça se complexifie, vous voyez. Donc, comment fonctionne une voiture électrique, je suis incapable de le dire. Je pourrais à peu près imaginer qu'on marche un moteur à explosion, mais voilà, il n'y a plus de moteur à explosion, hein, donc il n'y a plus de pollution, tout devient, disons, complexe, et aussi, voilà, tout devient moins pollué, moins bruyant, et on redécouvre des pans entiers de paysages. Voyez, la porte de la Villette, par exemple, voilà, c'est un endroit, quelque part terrible. Voilà, il y a le périphérique, il y a les voies ferrées, il y a je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, il y a eu un concours récemment, et c'est vrai que les bâtiments, quand je suis allé voir les résultats du concours, je pensais qu'il n'y aurait que des Karl Marx off, complètement fermés sur eux-mêmes. Et en fait, non, pas du tout. Tout est ouvert. Parce que maintenant, il est acquis, voilà, que les choses seront moins, disons, il y aura moins de nuisances. La ville produira moins de nuisances. Vous voyez. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire au départ. Voilà, en tant que critique d'architecture, on a envie de se dire, on est parti de là, et puis on va là. Peut-être c'est complètement illusoire, mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant de se dire, voilà, on va vers à la fois du plus ouvert, mais aussi du plus complexe, et peut-être aussi quelque chose qui tend un tout petit peu vers une certaine magie. Ben, c'est peut-être ça aussi, finalement, cette notion là, de réenchanter les choses, enchanter le monde. Peut-être ça peut passer par là, par la technique, hein, par la complexité technique. Non, mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Marc, hein, c'est vrai, sur le fait que les ponts maintenant, enfin, et le fait qu'il n'y a plus de parvis, et tout d'un coup, la fonction du parvis, maintenant, elle revient au pont. Voilà. C'est vrai que, et quelque part, implacablement, voilà, ce lieu de transit devient un lieu de destination. Ça, c'est un truc, oui, je trouve ça très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et à la fois prochaine.